Clowncast by TDC, une réflexion grand angle sur le clown contemporain vu par le Théâtre du Chapeau. Avec Anaëlle Verdier, Alice Hachet Et Sylvie Falguerol. Bah c'était pas mal ça aussi, non? Oui. Tu vois, bah ça y est, c'est fait quoi. Qu'est-ce qu'on... Bah voilà, allez, avec nos rires c'est par-dessus. plié. Oh, si, il y avoir un truc hyper capital sur Patrick quand même. La découverte après aussi, il entend qu'il n'aimait pas son costume. Ah, c'est vrai qu'il y a eu ça, mais oui, c'était formidable ça. Ça j'adorais. Découvrir l'importance et la non-importance du costume. Et découvrir que deux partenaires de jeu de 20 ans ne savent pas en fait ce qui se passe pour l'autre. Exactement. On le sait, mais pas à quel point c'était important. Patrick qui est clown, mime, cofondateur du Théâtre du Ouais. Chapeau, producteur de vos spectacles. Ouais, qui est aussi mon mari, qui est aussi l'âme du Théâtre du Chapeau, je dirais, parce que c'est aussi ça. Le Théâtre du Chapeau lui ressemble énormément. Il y a mis son être, son cœur, ce qu'il est en fait. Vraiment, moi je le retrouve aussi dans ce qu'on peut partager avec, voilà, dans notre école, etc. Et je trouve que dans ce Clowncast, on entend sa voix. Il a une jolie voix quand même. Et on entend sa voix dans tous les sens du terme. C'était pour moi, en tout cas, qui le connaît parfaitement, j'ai encore découvert des choses. Et puis, ça m'a beaucoup touchée, émue. Et puis, ça m'a aussi ramené dans plein de souvenirs. Et j'ai beaucoup aimé comment il parlait, lui, de comment il est clown, de comment il est Gaston Lacouture. Sacré personnage, quand même. Donc si tu as pu avoir du plaisir à l'écouter, on espère que tout le monde aura du plaisir à l'écouter. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Et, du coup, Bonne bonne écoute. Bienvenue, vous pouvez faire du wouh. On a 150 personnes dans la salle ce soir, c'est formidable. Sans notre invité de ce soir, nous ne serions pas ici. Il a grandi à Buenos Aires, où il a débuté le mime, un art théâtral particulièrement florissant là-bas. Il rentre en France, prend des cours de mime à Bordeaux, et artiste de rue, puis, très rapidement, donnera lui aussi des cours de mime. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Alice Hachet, la rencontre décisive. En 1988, ils cofondent tous les deux la compagnie du Théâtre du Chapeau, au sein de laquelle il sera mime, co-auteur de spectacles, impresario de leur duo, metteur en scène. Puis ils se lanceront vers l'aventure du clown contemporain au Bataclown. Patrick et Alice créent des spectacles tels que Tortilla Mucho et Mano a Mano, arpentant les scènes de Bordeaux, de France et d'ailleurs, jusqu'à des festivals prestigieux comme celui d'Avignon. Leur voyage les mène à travers l'Amérique latine et l'Europe. En 2012, ils ouvrent un véritable centre d'exploration, de travail et d'enseignement au local. Ainsi, lorsque l'on évoque Patrick, on débute avec un « il » au singulier et l'on finit par un « il » au pluriel. Accueillons donc chaleureusement, s'il vous plaît, Patrick Riguet. Alors je vois que Patrick, tu commences par un geste comme ça. Donc peut-être tu peux nous dire dans quel état tu es, parce que c'est quand même une question qu'on pose souvent quand on est clown contemporain. Un état d'humidité provoqué par l'anxiété, la peur, le stress de faire cet exercice, de mener cet exercice comme ça pour la première fois. Mais en même temps, c'est super. J'adore avoir peur. T'aimes bien les fantômes ? Oui, j'aime beaucoup les fantômes. D'accord. Ouais. Et du coup, moi je vais continuer sur des questions par rapport à la peur. Est-ce que c'est quelque chose, la peur, qui du coup fait partie de ton métier, souvent, beaucoup, pas souvent? Comment, dans quelles conditions? En permanence. Oui, souvent, à chaque fois que j'ai joué des spectacles, j'ai toujours eu peur avant. Je fais partie de ces acteurs qui sont extrêmement traqueux, anxieux même avant de jouer un spectacle. Bon, avec le temps, en vieillissant, ça s'est amélioré et j'ai réussi à jouer des spectacles en ayant beaucoup moins peur avant, mais oui. Après, il y a peur et peur. Maintenant, je suis plus dans une légère appréhension que dans la peur. Mais plus jeune, j'avais très très peur de faire mon métier. C'était à la fois un vrai bonheur et à la fois ça faisait très peur. Et du coup, t'en faisais quoi de ta peur ? C'est une bonne question. J'en faisais, je sais pas ce que j'en faisais. Je faisais avec, mais je la mettais pas forcément en jeu parce que si c'est en improvisation, puisque le clown en improvisation, quand on est habité par un état avant de rentrer sur scène, c'est un cadeau que d'avoir un état comme la peur.
Mais dans un spectacle qui est écrit ou quand tu rentres sur scène, t'as pas spécialement, il n'est pas nécessaire de montrer sa peur. C'est difficile de faire avec. Mais ça durait pas longtemps. C'était surtout avant. C'était surtout avant de démarrer le spectacle que j'avais peur. Une fois que le spectacle démarrait, au bout de 2-3 minutes, c'était passé. Très bien. Moi, j'en ai plein des questions. Pourtant, on se connaît bien avec Patrick. Ouais. Moi, je le connais bien. Ça fait quand même quelques années qu'on est devenus ils au pluriel. Ouais, voilà. Moi, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu aimes dans le clown contemporain ? Tout. J'aime tout dans le clown contemporain. J'aime sa spontanéité, j'aime le côté artistique du clown, la différence qu'il a avec le théâtre, le fait qu'il communique avec le public, le fait de pouvoir faire monter ses états, le fait de pouvoir s'éclater sur scène, ou en improvisation, ou dans l'enseignement. J'aime absolument tout. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as croisé un clown contemporain ou l'idée même de faire du clown ? Oui, c'était la compagnie Lycidae à Bordeaux, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Pendant le festival Sigma, c'était probablement une des dernières éditions du festival Sigma à Bordeaux, qui était un très 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 grand festival qui avait une notoriété internationale. Il faut même savoir que Pink Floyd a joué pour une de ses premières fois au festival Sigma à Bordeaux, quand on sait ce qu'ils sont devenus. En clown contemporain ? Bien sûr, toujours laissé. Alors je sais pas, oui, alors ils sont peut-être un peu clowns contemporains sur les bords sans le savoir, Pink Floyd en tout cas. C'est là où j'ai vu pour la première fois des clowns, la compagnie Lycidae, qui existe toujours, qui ne fait plus vraiment ce qu'elle faisait à l'époque, mais ça a été vraiment un flash, une révélation, un truc qui m'a donné et qui nous a donné avec Alice, parce que c'est ensemble qu'on a vu ce premier spectacle, la vision de ce qu'on voulait devenir et de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on faisait déjà des spectacles burlesques, on va dire, c'était pas du clown. On avait déjà un contact et un rapport avec le public qui était proche de celui du clown, mais quand on a vu ça, on s'est dit c'est exactement ça qu'on veut faire, et là on s'est dit oui, wow, c'est notre chemin, et ça a ouvert une grande porte dans notre expérience artistique. Et plus précisément, tu te rappelles de qu'est-ce qui t'a vraiment plu ou qu'est-ce qui t'a vraiment fait dire tiens, c'est clown que je veux être ? Parce que des spectacles, à l'époque, on en avait vu plein qui nous plaisaient aussi. Mais qu'est-ce qui précisément t'a donné envie d'être clown ? Qu'est-ce qui a fait passer du « Ah, j'adore ça, je veux en voir d'autres » à « Ah bah non, je veux faire ça », ce qui est pas tout à fait... C'est une bonne question, parce que c'est vrai que finalement, j'avais déjà vu des clowns au cirque. J'avais aussi vu des clowns petits, et ça m'avait pas du tout envie de faire du clown. Mais là, j'ai découvert à travers ce spectacle ce qu'était que le clown contemporain. Alors, il faudrait que j'explique là, maintenant, ce qu'est le clown contemporain, mais je pense pas que ce soit le propos, l'idée. Pourquoi, en fait Tu veux parler du loto ou je sais pas de quoi on parle, en fait. Non, parce qu'on est devant un public qui connaît, mais c'est vrai que les auditeurs qui vont écouter, eux, ne connaissent pas forcément. Mais on sait pas bien s'ils connaissent non plus, en fait. Mais ils connaissent super bien, en face. Et les spectateurs, les gens, les auditeurs qui vont écouter, peut-être pas. C'est le clown contemporain, ce qui me plaît, c'est sa spontanéité, c'est l'ici et maintenant, c'est être en capacité à partager ici et maintenant une émotion, un état avec le public, de jouer avec, de le faire monter. Je définirais le clown contemporain comme ça, et pas plus que ça, parce qu'après tout ce qu'il y a autour, peut-être du mime, peut-être du théâtre, peut-être une expression théâtrale ou scénique, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est cette liberté, même dans un spectacle écrit, de pouvoir être dans l'improvisation, dans l'ici et maintenant, vivre des états chaque soir différents, tout en ayant écrit quelque chose de millimétré. C'est ça qui me plaît dans le clown contemporain, et c'est ça que j'ai vu dans ce spectacle de cette compagnie russe de Saint-Pétersbourg. Il y a beaucoup de compagnies de clowns à Saint-Pétersbourg. Et c'est vraiment ça qui m'a déclenché ce désir de faire la même chose, en fait. Ouais, mais si on pousse un tout petit peu le bouchon, c'est pénible, les questions. Si on pousse un tout petit peu le bouchon, finalement, être dans l'instant présent, être dans l'émotion, être dans la justesse, un acteur, il pourrait y trouver son compte aussi. Enfin, je veux dire, il est aussi là-dedans. Quand on est sur scène, c'est ce qu'on va chercher, quel que soit un peu l'art qu'on va pratiquer. Et donc, pourquoi ? Parce que aller mettre un masque et rentrer dans ce personnage, il y a aussi, je sais pas, une image, quelque chose qui t'a peut-être touché ou qui t'a peut-être appelé, je ne sais pas. Alors, je sais que dans cette série de podcasts que vous êtes en train de réaliser, il va y avoir des épisodes sur les règles du clown. Et parmi les règles du clown, c'est on ne refile pas le bébé. On ne dit pas à l'autre, vas-y, dis toi, parce que sinon je l'aurais fait. J'aurais dit, tiens Alice, tu connais aussi bien que moi, vas-y, explique-nous.
mais moi, j'aurai mon podcast à un moment donné. Et Elle aura sa réponse, on va la pousser. pousser. Alors je veux bien venir interviewer pour te... Oui, je sais pas, malgré mon expérience de plus de 30 années de clown, j'ai du mal spontanément ici tout de suite à répondre à la question. C'est peut-être ça, si j'étais clown là tout de suite ici et maintenant, je répondrais avec cette sincérité, c'est la sincérité du moment, c'est le contact direct avec le public dans les yeux, c'est la possibilité d'exprimer un état, de le communiquer avec le public, de le dire, de le montrer tout de suite, au moment présent, quel que soit ce qui a été écrit, mais ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Et là, tout de suite, maintenant, je ne sais pas quoi rajouter, comment mieux répondre à la question. Et le fait qu'il y ait par exemple un costume et un micro-masque, un nez, oui. Ça c'est quelque chose qui aussi t'a parlé quand tu l'as vu? Oui, alors le fait qu'il y ait un nez et que ça ne ressemble pas à l'image que j'avais du clown avant d'avoir vu ce spectacle de clown contemporain. Moi, tout ce que j'avais vu jusqu'à présent avec un nez, c'était soit des personnages dans des films d'horreur qui utilisent un nez, les clowns méchants des films d'horreur, il y en a beaucoup, ça fait partie de la littérature, du cinéma d'horreur, ou alors des clowns qui étaient pas drôles, qui me faisaient pas du tout rire, ils avaient un nez de clown et donc pour moi c'était quelque chose de pas drôle. Mais là, dans ce spectacle-là, les personnages avaient un nez de clown et c'était leur capacité à le faire oublier, c'est-à-dire que très rapidement, on voyait des personnages devant nous qui n'étaient plus des clowns, qui n'avaient plus des nez de clown et qui étaient tout à fait semblables à ce qu'on est soi-même. On entre en empathie totale, on se voit à travers ces personnages et on oublie tout à fait ce masque. Et ça, c'est la première fois que je voyais ça et c'est vraiment ce qui a créé la différence avec tout ce que je connaissais jusqu'à présent du clown. Ah, j'aime bien, finalement on a bien fait de pousser le bouchon, quoi. Ben oui, je vois que vous êtes toutes les deux, vous pouvez pas voir parce que c'est pas filmé, vous êtes toutes les deux en train Ça, elle est top. de dire oui, comme ça, ouais, j'ai bien, cette fois-ci, c'est mieux répondu, hein. J'ai bien répondu. Moi, tu fais de la création aussi? Je fais de la création, en tout cas j'en ai beaucoup fait, j'en fais moins dernièrement. Je fais beaucoup moins de choses globalement dernièrement en clown, mais effectivement j'ai créé avec Alice tous nos spectacles. Et avec Marie-Luce Ganter aussi, qui joue Roméo et Juliette, la conférence. On a coécrit tous les spectacles et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à les mettre en scène et à diriger les acteurs ou les actrices. C'était pratiquement toujours des actrices d'ailleurs. Effectivement, j'ai créé tous les spectacles de la compagnie de théâtre du Chapeau. Et alors ton moteur de création, ce serait quoi? Est-ce qu'il y a un truc que tu cherches à exprimer, à explorer particulièrement dans les spectacles, à toucher? Alors parmi les règles du clown, il faut toujours dire oui. J'ai failli dire non. Donc oui, mais... non, en réalité, j'ai jamais cherché à créer quoi que ce soit. J'ai créé spontanément, sans me poser de questions, sans savoir où j'allais, ni pourquoi. Au début, avant de vraiment connaître ce qu'était que le clown, j'avais envie d'écrire des choses qui étaient à la fois... qui pouvaient contenir notre tout premier spectacle avec Alice, qui s'appelait Jeu de rôle. On avait c'était à la fois burlesque, à la fois drôle, et puis il y avait un petit message politique, mais ça n'a pas duré longtemps. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'est le clown finalement, ce qu'est l'essence du clown, c'est-à-dire la possibilité de faire n'importe quoi, de créer quelque chose qui peut sembler à la base banal, mais qui à l'arrivée, grâce à la puissance du clown, à la spontanéité du clown, à la justesse émotionnelle des personnages et des acteurs qui sont clowns, ça devient des choses extraordinaires, quelque chose de très simple, de très banal, grâce à la force du clown, et devient vraiment quelque chose de puissant. Et c'est ça qui me plaît dans le clown. Après, nous, on a toujours travaillé sur l'improvisation, c'est-à-dire qu'on a une légère idée, et à partir de cette idée, on improvise. Et grâce à cette improvisation, il y a des choses qui naissent, qui nous plaisent, qu'on garde, qu'on essaie de reproduire. Ce qu'on n'arrive pas à reproduire, on le jette. On garde ce qui fonctionne et puis on avance comme ça de fil en aiguille, sans véritablement se poser de questions. Enfin, comme ça, spontanément, c'est ce qui me vient. Maintenant, si j'avais le temps d'y réfléchir un peu plus longtemps, si on se revoit un autre jour, peut-être que j'aurais d'autres réponses à apporter, mais là, tout de suite, j'en ai pas d'autres. Il n'y a pas de fil conducteur qui dégage même a posteriori quand vous regardez tous vos spectacles? Peut-être que... alors, mais c'est pas volontaire. Si tu veux, quand je regarde tout notre spectacle, l'énergie fait partie de nos spectacles, c'est-à-dire que tous nos spectacles sont très énergiques. Ma passion pour le mime a été aussi quelque chose qui a vraiment fait partie de nos premiers spectacles. Et on voulait vraiment, Alice et moi, on voulait vraiment
plus que d'être des clowns, on voulait être des mimes clowns. Je pense que c'est vraiment l'ADN de nos premiers spectacles et du théâtre du chapeau. Et même les spectacles qui n'ont plus beaucoup de mimes à l'intérieur, je pense par exemple à Roméo et Juliette, encore une fois avec Marilus, néanmoins, quand on connaît notre histoire et il est possible que si j'avais pas été mime, le spectacle, peut-être qu'il n'aurait pas été ce qu'il a été vraiment. Il y a quelque chose quand même du mime partout. Du visuel même, tu veux dire peut-être. Oui, visuel, le visuel, le mime, l'énergie. Mais il n'y a pas beaucoup plus d'ambition que ça. Ouais. Et alors le mime, il apporte quoi? Parce que tu dis le mime clown, ce serait ça la marque de fabrique? Le mime, il apporte la magie. Il apporte la magie dans le sens où tu fais exister tout et n'importe quoi spontanément et instantanément sans avoir besoin d'un semi-remorque pour me créer un décor. Tu n'as besoin que d'une petite voiture minuscule avec 2-3 trucs dedans et tu peux construire des châteaux, des maisons, des mondes entiers, changer d'univers spontanément sans avoir à faire descendre des rideaux pour changer le décor. Ça apporte principalement ça. Et puis le fait de faire apparaître avec tes mains et avec ta gestuelle, donc des univers d'un côté, et puis avec ta gestuelle et avec tes mains, faire apparaître toutes sortes d'objets, ça crée une magie spontanée et instantanée qui est absolument formidable et qui est peu fréquente dans les spectacles. Moi, je reviendrai bien sur comment tu guides les acteurs. C'est quoi comment tu t'y prends concrètement et qu'est-ce que tu aimes bien quand tu as des acteurs ou des actrices qui sont en face de toi pour aller les pousser, les faire travailler, créer, que ça s'écrive le spectacle? Écoute, je crois qu'un des avantages que j'ai pour pousser des acteurs et pour conduire des acteurs, diriger des acteurs, c'est le fait de l'avoir été moi-même. Donc je sais la difficulté, le bonheur que ça peut être d'un côté et à la fois la difficulté que ça peut représenter aussi quand on n'arrive pas forcément à faire quelque chose, qu'on veut absolument, on doit le faire et on n'y arrive pas. Quand on n'a pas été acteur soi-même, c'est peut-être plus difficile, ou on n'a pas cette notion, donc on comprend peut-être moins les acteurs et les actrices. Donc c'est à partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont capables de faire, en les poussant, parce que quand je dirige des acteurs clowns professionnels, je travaille pas du tout de la même manière avec des amateurs qu'avec des professionnels, un spectacle professionnel, il peut pas se permettre d'être moyen. Un spectacle professionnel, il doit être bien, il doit être bon, il doit séduire le public et il doit aussi séduire les programmateurs, c'est-à-dire les gens qui achètent des spectacles, parce qu'il y a un côté commercial aussi dans le spectacle qu'on oublie parfois. Il ne suffit pas de séduire un public. Tu peux séduire un public et ne pas séduire les gens qui te font vivre, qui font tourner le spectacle. Donc il faut que le spectacle soit de qualité, absolument de qualité. Et donc il est nécessaire de pousser les acteurs jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau de qualité qui soit satisfaisant pour à la fois plaire au public et à la fois plaire aux professionnels. Mais je pense qu'on peut le faire, on peut les pousser très fort, on peut les diriger sans relâche, tout en étant bienveillant et tout en essayant de s'appuyer sur le meilleur de ce qu'ils peuvent faire, en les encourageant en permanence. Mais sans être dupe non plus, c'est-à-dire que si c'est pas bon, c'est pas bon. Et il faut être capable de le dire et de trouver la solution bienveillante pour pouvoir sortir d'une situation difficile et faire en sorte que le spectacle devienne de qualité. Je ne sais pas si je réponds... Très bien, pas mal, oui, ça me va bien. Alors c'est quoi un spectacle de qualité, pardon? Je t'en prie. Priorité à droite. Je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive à la question. En ce qui nous concerne, nous, un spectacle de qualité, c'est un spectacle qui plaît au public et qui, à la fois, est capable de plaire aux professionnels qui l'achètent. Mais un spectacle qui plaît... J'ai appris parce que dans mon métier, j'avais à la fois diverses facettes, c'est-à-dire que j'étais à la fois acteur, j'étais parfois directeur d'acteurs, mais aussi j'étais le commercial de la compagnie. Ça, c'était le côté le plus négatif et le plus difficile du métier. Et c'est moi qui ai été confronté aux personnes susceptibles d'acheter un spectacle. Et donc un spectacle qui plaît au public n'est pas forcément... Ta question, c'était qu'est-ce qu'est un bon spectacle ? N'est pas forcément un bon spectacle pour les professionnels. C'est-à-dire que tu peux séduire une salle, et ils n'ont pas forcément tort d'ailleurs, tu peux séduire une salle de 1000 personnes qui est tout à fait aux anges, qui rit ou qui pleure ou qui vit des émotions, et pour autant que les professionnels n'apprécient pas le spectacle. Disons qu'un bon spectacle, c'est un spectacle qui plaît à une majorité de personnes. Après,
en ce qui me concerne, là je parle de l'aspect commercial de la chose. En ce qui me concerne, un bon spectacle, c'est un spectacle qui procure des émotions. Où on rit, où on a des états, où on rentre en empathie avec les personnages qui sont sur scène. C'est ça pour moi un bon spectacle. Mais c'est parfois pas suffisant pour séduire les professionnels. Du coup, tu viens de parler de personnages. Oui. Tu as parlé tout à l'heure de ta rencontre avec le clown. Comment toi, tu es devenu clown et qui est ton personnage ? Mais je sais pas. Je sais pas qui. Alors comment je suis devenu clown ? Je suis devenu clown en ayant envie. J'ai eu envie de devenir clown parce que j'ai vu ce spectacle Lycidae et qu'on jouait des spectacles avec Alice et on s'est dit que c'est ça qui nous plaît. Donc à partir de là, on s'est donné les moyens de faire ce qui nous donnait envie et ce qui nous plaisait. Je crois que c'est comme ça que je suis devenu clown. Et la seconde partie de la question, c'était ? Qui est ton clown, ton personnage ? Alors mon clown, il a un nom, il s'appelle Gaston Lacouture. Il n'a jamais trouvé son costume, il n'a jamais trouvé le costume qui lui convient vraiment. C'est un personnage, on m'appelait le gars bonhomme. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est à la fois capable d'avoir une réflexion, une spontanéité comme ça, mentale et intellectuelle très rapide, très spontanée, et qui à la fois se meut avec lenteur, tout en croyant qu'il est très speed. Donc, toute ma vie, j'ai voulu être un clown speed, et j'ai toujours été un clown très très lent, mais je m'en rendais pas compte. Je voulais tout faire en vitesse, à toute vitesse, à fond les ballons, et puis en fait, tout prenait 3 plombes. Mais ce qui est parfait, c'est que la majorité de nos spectacles ont été ceux qu'on a joués avec Alice. Et Alice est toujours d'ailleurs en clown une pure pile électrique. Donc ça crée un contraste qui était plutôt sympa, c'est-à-dire. Mais moi je voulais être speed comme Alice, mais en fait j'étais très lent. Voilà. Mais ça me va bien. Ça lui va bien à ce personnage. Donc voilà, je dirais que c'est un gars sympa, mon personnage. Donc t'as un bon rapport. Un gars sympa, j'ai un bon rapport avec lui. Des fois, il peut ne pas être sympa aussi. Hein. Il se laisse pas faire. Mais en même temps, quand on joue avec Alice, dont le personnage est Pénélope Berthier, vaut mieux savoir ne pas se laisser faire. Aussi. Parce qu'on peut vite se faire écraser. Et donc, il faut exister à deux, puisque le duo... il faut qu'il existe à deux. Voilà en gros qui est mon personnage. Quand ça se passe difficilement entre Alice et toi, ça va bien entre vos deux clowns ? Ou ça arrive sur la scène que les clowns, ils ont du coup l'énergie de vos vies ? Non, alors on est des professionnels. Ah mais c'est ça fait toute la différence. Et oui, non mais absolument, ça fait tout à fait la différence, puisque évidemment qu'il nous est arrivé de nous engueuler avant des spectacles ou de vivre des moments difficiles dans la vie, pas souvent et pas beaucoup. Pour être tout à fait franc avec tout le monde qui nous écoute, mais ça serait mentir que de prétendre le contraire. Donc il nous est arrivé de nous fâcher très fort avant un spectacle, et puis jusqu'à la dernière seconde, avant de rentrer sur scène, jusqu'à la dernière seconde, se faire la gueule, et vraiment pas gentiment. Et quand on rentre sur scène, on est des professionnels. Tout est derrière nous. Ça n'est pas de Pénélope Berthier, qui est le nom de clown d'Alice et Gaston Lacouture. Eux ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Donc, d'accord. Non, c'est comme si... mais c'est vrai pour tous les métiers. C'est pas vrai que pour le spectacle. Je sais pas, moi, le joueur de foot qui s'engueule avec sa femme, il va pas refuser de faire des buts, et de mettre des buts et de courir parce qu'il s'engueule avec sa femme. C'est pas une bonne... Parce que sa femme, elle n'est pas sur le terrain. Elle n'est pas sur le terrain. Comme ça, en train de marquer. Et c'est pas non Sauf plus si le c'est ballon. l'arbitre. Ouais, le ballon. Imagine si c'est l'arbitre. Eh oui. Non, c'est un On lui bon met un remède. carton rouge. En fait, c'est un bon remède. Voilà, si vous avez des problèmes de couple, faites Faites du du spectacle spectacle de clown. et vous oublierez tout une fois sur scène. Mais en tant que Et une fois professionnel. sorti de scène, par contre, Ah, tout des fois, revient. ça reprend pile poil là où c'était arrêté. Non, ça répare quand même. Ça répare. Surtout si on passe un bon moment. Si on se prend un bide et qu'on joue un mauvais spectacle, parce que ça arrive de se prendre des bides. Hein. Nous, on a toujours eu pas mal de succès, mais parfois on s'est pris des bons bides. Donc si on s'est engueulé avant, qu'on joue sur scène, qu'on se prend un bide, bah là, c'est pas top, quoi. C'est la faute de l'autre. Voilà. Mais si ça s'est bien passé, ça permet de passer à autre chose. Et la force, le plaisir, le bonheur d'avoir joué sur scène et d'avoir eu ce kiff, parce que c'est un kiff, que d'avoir du succès sur scène et d'avoir un moment de communication plaisant avec le public, ça efface les disputes de couple. Mais je suis pas venu pour parler de mes disputes de couple. On parle du clown, hein, pas des disputes de couple. Non, c'est intéressant d'imaginer Mais sinon, il y a des disputes de clowns aussi. Hein. Et Mais c'est- ça, ma c'est question mais ça, c'est suivante. prévu. Ah, c'est prévu. Ça, c'est d'accord, prévu. ok.
J'allais vous demander si vous vous disputiez en tant que clown. Ouais. Mais quand c'est prévu, du coup. Non, alors si on fait une impro, évidemment, comme toute personne qui fait du clown, et parmi le public qui est ici aussi, évidemment qu'on peut s'engueuler en clown et il faut surtout pas hésiter à le faire. C'est une des choses probablement les plus compliquées avec la colère. Accepter de se mettre en colère très très fort sur scène en clown quand on est vraiment habité par cet état et ou se fâcher très fort avec son partenaire. On a des règles pour en sortir, hein, par contre. Ah. Mais se fâcher très très fort avec son partenaire en clown, c'est une des choses qu'on a le plus de mal à faire, parce qu'on n'ose pas, et pourtant c'est probablement une des choses les plus jouissives, et pour soi-même et pour le public. Mais on a le moyen... En clown, on se fait pas mal. Je veux pas dire qu'on se faisait mal en dehors du clown, hein, mais... Non, t'avais les règles, tu les ramenais à la maison. Voilà, en clown, on se fait pas mal. Donc en impro, on peut se disputer. Après, dans un spectacle écrit, parce que c'est pas la même chose, il y a des passages où on écrit, c'est écrit dans le spectacle, que là, il peut y avoir des disputes, Il faut pas dire eux, m'a dit le réalisateur, alors j'essaye de pas dire eux. Allez. Mais c'est pas évident de pas dire eux. Alors voilà. Pour pas dire parce que je sais plus ce que j'étais entendu, voilà. C'était les règles, en fait, pour sortir de la colère et de l'émotion en scène. Et quand c'était écrit dans un spectacle établi, on sait que là, on va être en colère, par exemple. Oui. On était là, avant le E. Oui. Et il n'y avait pas de suite. Et il n'y avait pas de suite, du coup, après. Voilà. Ben voilà. Ben, c'est très bien. C'est un Du coup, point. une autre question. Point. Alors moi, je voudrais revenir sur la notion de bide. Oui. Comment vous gérez le bide? Avec douleur. Ah oui. Tristement. Difficilement. On s'interroge. Alors quand on a de l'expérience et des années de spectacle derrière soi, on le gère, ça fait toujours très mal, mais on le gère en se disant que de toute façon, on a l'expérience, que c'est un moment, que ce sont des choses qui arrivent. On essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a fait que dans notre jeu, on se prenne un bide. Mais quand on démarre et quand on est une jeune compagnie, une jeune troupe et qu'on a besoin d'avoir du succès pour pouvoir exister en tant que comédien et en tant qu'intermittent du spectacle en France, si tu te prends que des bides, tu manges plus. Donc tu ne dois pas te prendre de bide. Donc quand tu te prends un bide, c'est extrêmement douloureux et puis tu t'interroges sur ta capacité à continuer ce métier et est-ce que finalement tu n'as pas raté ta vocation et si tu n'aurais pas dû faire autre chose finalement. Mais avec le temps, quand on a eu suffisamment de succès, notamment avec un spectacle en particulier qui fonctionne bien et que de temps en temps, ça ne marche pas parce que c'est vivant le spectacle. Hein, et puis il y a des fois où ça ne marche pas. Parfois, on arrive à savoir pourquoi, ou on se raconte des histoires pour se dire pourquoi, mais finalement, au fond, il arrive aussi qu'on ne sache pas pourquoi. Et voilà, aujourd'hui, on a eu un succès de dingue, tu joues le lendemain, et puis tu te prends un bide. Mais avec le temps, tu t'en prends de moins en moins. Surtout dans le clown, parce que le clown, c'est quelque chose de tellement fragile, de tellement spontané, tellement basé sur l'ici et maintenant, sur la justesse... c'est probablement un des arts scéniques les plus complexes, les plus difficiles. Ce qui rend cette fragilité donne la possibilité que parfois ça puisse mal se passer avec le public. Ça accroche pas, ça prend pas. C'est douloureux, c'est dur, mais finalement, c'est pas si grave. Et on apprend aussi des bides. Enfin, il vaut mieux parce que... Ouais. J'aimerais bien poser une question sur ton rôle d'enseignant aussi, de pédagogue clown, parce que tu es clown professionnel, c'est ton métier d'artiste sur scène, tu en parles depuis tout à l'heure. Mais la pédagogie clown, en fait, déjà une question simple, qu'est-ce que tu aimes dans la pédagogie ou dans le fait de transmettre le clown? C'est toujours un véritable bonheur que de partager avec d'autres personnes quelque chose que l'on adore. C'est déjà... Comme ça, c'est presque tout. Quand je dis ça, j'ai tout dit. J'aime quelque chose. Quand vous aimez quelque chose, nous tous, quand on aime quelque chose, on a envie de le partager. Ou avec ses proches, ses amis, son compagnon, sa compagne, ses enfants. Donc là, moi, j'aime quelque chose. Ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie, ça a enrichi ma vie. Et c'est un véritable bonheur que de pouvoir l'enseigner dans l'esprit d'un partage et de constater que ça a aussi un effet de plaisir et de bonheur auprès des gens à qui on l'enseigne. Je crois que c'est ma motivation première. Et tes petits secrets pédagogiques, ton petit ingrédient à toi qui fait que toi tu enseignes le clown d'une certaine façon, parce que dans la compagnie on est plusieurs animateurs et on a tous une couleur, j'imagine, enfin quelque chose qui nous ressemble. Là tout de suite toi, comme ça, spontanément, je ne sais pas répondre à la question. Je sais pas.
Est-ce que le mime fait partie de ton enseignement de clown? Au sens, est-ce qu'ils se sont mélangés Rarement. Ouais, je respecte bien les règles, j'ai pas dit non. C'est très bien. Rarement. Rarement, c'est-à-dire que j'enseigne le clown. J'enseigne pas. Enfin là, maintenant, j'ai ouvert un atelier de mime cette année, et puis autrefois, dans un autre temps, j'enseignais aussi le mime. Mais la seule fois en dehors de cet atelier qui est un atelier de mime où j'enseigne le mime en même temps que le clown, c'est lorsque l'on organise des virgules, c'est-à-dire des stages à thème, où là, il existe un stage à thème qui s'appelle clown et mime, qui peut être décliné sur 2 jours ou 3 jours ou sur une semaine, mais c'est vraiment le seul moment où je lis le mime avec le clown. Dans mon enseignement du clown de base, je n'enseigne pas le mime. Sans pour autant différencier dans ton propre corps, t'es clown et mime. T'as pas clown puis mime. Oui, je différencie totalement. Je peux faire les deux. Je peux être que clown, je peux être que mime, mais je peux être mime clown aussi, ça dépend de mon désir ou de ce qu'on me demande de faire. Si on me demande d'être mime clown, je suis capable d'être mime clown. Si on me demande d'être que clown et pas mime, je peux être clown et pas mime. Si on me demande d'être mime, je peux être mime. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est des professionnels. Ça, c'est professionnel. Ça, c'est du professionnel. Il y a du niveau quand même. C'est affûté. Hein. Ah oui, oui. Oui, et en même temps, peut-être quand même que dans notre façon peut-être du chapeau, Oui. de pousser un peu dans le jeu, Oui. des fois on fait des parallèles un peu avec les dessins animés, avec Oui. les mimiques, le corporel. Peut-être que le mime, malgré nous, rentre aussi dans notre façon de pousser un peu dans le jeu visuel. C'est possible que je m'en rende pas compte en effet. Des états, Quand par même. exemple. Ouais. Peut-être que je m'en rends pas compte, mais oui, tu as pas tort. Ouais. Mm. C'est pas faux. T'as pas raison, mais t'as pas tort. Ouais, t'as pas ça. Non, c'est vrai. Le dessin animé, l'aspect cartoon, c'est quelque chose qui nous a habité pendant longtemps. J'avais oublié. Et effectivement, ce côté cartoon, dessin animé, peut faire partie effectivement de la palette du mime. En tout cas, tel qu'on le pratique nous, parce que si on prend les mimes très classiques, je crois que le cartoon, ils savent même pas ce que c'est, quoi. Enfin, en tout cas, ils ont oublié, ça fait très longtemps. Mais nous, oui. Vu qu'il semblerait, je n'ai pas trop bien compris cette idée de ton clown qui n'a pas vraiment trouvé son costume, comment tu fais pour aider les autres à trouver leur costume? J'évite le sujet. Je n'en parle pas. Je montre le vestiaire clown, je dis démerdez-vous, c'est super, vous pouvez... Mais je crois que personne ne m'a jamais demandé si tel ou tel costume lui allait bien. Et s'il me le demande, je lui dirais oui, super. Éventuellement, tu peux mettre tel autre chapeau, mais là, c'est encore une fois le professionnel qui fait semblant de dire j'en sais rien. Oui, j'ai toujours eu un problème avec mon costume. J'ai toujours détesté mes costumes. J'ai toujours détesté mes toi costumes. ou ton clown? Non, moi. Toi. Et mon clown aussi. Okay. Tous les deux, on déteste nos costumes. Est-ce que c'est parce que c'est Alice qui a choisi ou qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Pas du tout. Je crois que si le clown avait pu parler à l'acteur, il aurait dit mais qu'est-ce que c'est que ce costume pourri que tu m'as filé? Et si l'acteur avait pu répondre, je sais pas, moi, c'est toi qui t'habilles en même temps. Et il y a toujours eu une difficulté à ce niveau-là. C'est vraiment, mais c'est un cauchemar, quoi. C'est le cauchemar de ma vie d'artiste, c'est le costume. J'ai toujours eu le costume, mais vraiment pourri. Mais ça ne m'a pas empêché de réussir dans mon métier et de plaire au public. Et jamais personne a osé me dire oh là là, qu'est-ce qu'il est pourri ton costume. Mais j'imagine que certains l'ont pensé. Voilà. On va se pencher sur les photos. Est-ce que tu en joues ou il n'est pas mentionné ce costume? Eh bien, j'aurais dû en jouer. Je crois que si je refaisais un spectacle maintenant, j'en jouerais. Mais j'ai jamais eu l'idée. Tu me donnes une très très bonne idée. Ah oui, tu vois comment on crée des spectacles de clown? Tu me demandais tout à l'heure. Voilà, à partir d'une idée et à partir de cette idée, tiens, on va improviser là-dessus et un spectacle peut arriver, peut naître. Voilà. Mais c'est une très très bonne idée. Non mais c'est quand même génial parce que on a joué pendant des années ensemble et je t'entends là parler de ton costume. Moi, je suis quand même hyper spécialiste du costume. J'adore les costumes. Je donne des conseils à tout le monde et je me suis jamais rendu compte à quel point tu souffrais. À quel point tu souffrais. Et Gaston et Patrick détestaient leur costume. J'aurais pu faire un truc en fait. J'aurais pu me rendre utile. Alors il est peut-être pas trop tard. Je me dis. Et à la fois, je te l'ai toujours plus ou moins dit. Ouais, mais c'était pas très explicite. Ouais. On va faire un mime. On va s'expliquer sur le costume. Oui, non mais c'est quand même génial de découvrir ça. Enfin, à ce point-là. La salopette bleue, là, type Super Mario, non mais une horreur. Le bonnet de Benet. J'ai changé de chapeau, plein de chapeaux et tout ça.
Mais alors, ce costume, c'était une gêne et ça changeait tes états quand tu venais sur scène? Non, parce qu'on s'habitue à tout. On s'habitue à tout. Tu sais, des fois, tu vis avec une tare, comme ça. Et puis, tu es tellement habitué à vivre avec. Tu sais, des fois, on a une douleur, on vit avec. Et puis, on a tellement l'habitude de vivre avec qu'on s'en rend même plus compte. Donc, non, ça n'a pas été gênant. Où je m'y suis fait. C'est comme ça. La vie est ainsi faite. On a un costume qui nous plaît pas, on fait avec. Et puis, ça n'a jamais été gênant. Ça a jamais été gênant. Ah bah, Sylvie, en tout cas, ça l'a fait rire. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, je sais pas, ça m'émeut. Il y a un truc qui m'émeut ou qui me touche, ça me fait en même temps. J'aimais bien les chaussures. Quand même. Bah, heureusement qu'on le précise. J'aimais bien mes chaussures. J'ai toujours aimé enfin, j'avais une paire de chaussures que j'aimais bien. Les autres étaient nuls. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que quand elle s'est usée et que j'ai essayé de changer de chaussures, là, si je devais rejouer de façon professionnelle, là, quand je joue en impro et tout, je m'en fiche un peu, ça m'est égal. Mais je remettrais les mêmes chaussures, des Converse rouges. Et puis, quand j'aime un truc, je change jamais. C'est tellement difficile que... Ah. Donc, j'ai les chaussures, déjà. C'est une bonne base. J'ai les chaussures. J'aimais bien mon chapeau aussi. J'aimais bien. Je me rappelle d'une anecdote avec Marilus, justement. Au slip, aux chaussettes. Ouais, j'ai pas mon chapeau, j'annule. C'était au Festival d'Avignon, il faut préciser. C'était au Festival d'Avignon, Ah juste oui, avant de jouer. Patrick, t'avais perdu ton chapeau. Et c'est vrai que... Bah, j'annule. Marilus, on était là dans les coulisses. Non, on va pas annuler parce qu'on a perdu un chapeau. On est à Avignon, on peut pas. Si, moi j'annule, je ne joue pas. J'ai pas mon chapeau. Surtout que tu aurais pu mettre un autre chapeau, puisque celui-là, finalement... En plus, il te plaisait pas. Ah, c'est maintenant que tu me le dis. Après 30 ans de spectacle. Non, mais on a fait des efforts quand même. Tu dis que tu n'étais pas au courant, mais tu le sais. Tu vois, on va régler nos comptes comme ça. Soyons honnêtes. On est allé au magasin spécialisé de chapeaux à Bordeaux. On a dépensé une fortune pour acheter des super chapeaux que j'ai jamais mis. On a fait des efforts, mais c'est comme ça. Il y a des choses comme ça dans la vie. Pas très grave. Mais vous avez annulé ou pas? Ah bah non, on n'a pas annulé. J'ai retrouvé le chapeau. Et du coup, Avignon, c'était bien? Ouais, c'était super Avignon. C'était super. On a eu 3 expériences à Avignon. Notre toute première expérience, c'était Mano à Mano en 2006. En 2006, Mano à Mano, là, c'était une expérience absolument formidable. On a eu un succès dingue qui nous a ouvert des portes pour jouer dans la France entière, aux États-Unis, au Danemark, en Espagne. Et puis après, on a eu une deuxième expérience avec Tortilla Mucho, qui était une expérience moins réjouissante. Le spectacle plaisait, mais il y avait déjà beaucoup plus de concurrence. Il faut savoir qu'à Avignon, il y a plus de 1500 spectacles par jour qui jouent. Quand nous, on a joué en 2006, on devait être à peu près les seuls ou presque à jouer du clown. Et ça a fonctionné dès le premier jour. Personne n'a jamais su pourquoi, parce que c'est quelque chose de très rare. Quand on y retournait en 2010... 12. Tous les 6 ans, 12, 18. Oui, voilà. Avec Tortilla Mucho, il y avait déjà beaucoup plus de spectacles de clowns, plus de concurrence. On n'avait pas fait le bon choix du bon théâtre. Il faudrait faire toute une émission sur Avignon. Je ne vais pas vous embêter avec ça maintenant, mais il faut vraiment choisir le bon endroit. On n'avait pas forcément choisi le bon endroit. C'était moins réjouissant, mais on a pris quand même beaucoup de plaisir. Et puis ensuite, quand on y est retourné avec Roméo et Juliette La Conférence, avec Alice et Marilus, c'était très sympa, on a pris beaucoup de plaisir aussi, mais c'était pas aussi évident au niveau du public, au niveau des professionnels. Et là, maintenant, je suis trop vieux pour le refaire, mais si je devais le refaire, je le ferais pas. Pourquoi t'es trop vieux? Il y a un âge de retraite pour les clowns professionnels? Je pense pas qu'il y a un âge de retraite pour les clowns, mais il y a très certainement un âge de retraite pour moi. Ah. Ouais, ça, du coup, Gaston va continuer tout seul, sans toi? Ouais, pourquoi pas, en rêve, il peut essayer, on peut toujours rêver de Gaston qui continue, mais non, il ne peut pas exister sans moi, puisque c'est moi qui le conduis, qui le porte, qui le fait exister. Il faudrait vraiment que j'ai une carotte... un nouveau costume, on a dit peut-être. Un nouveau costume et quelques gros billets pour me donner envie de retourner au Festival d'Avignon. C'est quand même très très lourd, très fatigant, très épuisant. C'est à la fois une expérience formidable, mais c'est aussi très très dur physiquement, mentalement, psychologiquement. Il faut être fort pour faire le Festival d'Avignon et il faut être très en forme physiquement. L'âge avançant, je le suis probablement moins et ça serait plus difficile de
de le supporter. On pose notre dernière question. Donc la dernière question qui est un peu va être la question toujours du Clowncast. Pour toi, c'est quoi la définition du clown contemporain, de façon concise? En 3 mots. Non, on a le droit de dire plusieurs phrases. Alors là, je suis désolé, là, il y a un gros E. Hein. Allez, vas-y. Ouais, il y a un gros E obligé, quoi. La définition en 3 mots du clown contemporain. Non, pas en 3 mots. C'était Non, oui. Mais pourquoi pas? Ça peut être amusant de le faire en 3 mots. Joie, émotion, superbe expérience de vie. Bon, là... On est bien, non? Non, on est parfait. Hein. Merci. Hein. Bon, on est au top. Merci. Merci super. à vous. Il n'y a pas de question du public. Il n'y a pas de questions du public, je sais peut. pas. Parce que je il y a commençais les à me questions sentir du bien. public. Là. Il y a les Ah questions bah publiques. voilà, alors faisons des questions publiques. Ah. Bravo. Du coup, c'est quelle est ta meilleure expérience de clown? Quel est Ton meilleur souvenir. ton meilleur souvenir? Alors, j'ai peur de me tromper parce que pour pouvoir être sûr de ma réponse, il faudrait que je fasse appel à la mémoire parce que en restant en toute humilité, j'en ai vécu quand même un paquet. Mais je dirais le fait d'être allé à Miami aux États-Unis et de jouer à Miami aux États-Unis avec un public international dans la salle est probablement une des plus belles expériences. Et aussi, je me rappelle d'un spectacle absolument hallucinant, mano à mano, au festival de Chalon-sur-Saône, qui était un festival de théâtre de rue, où on jouait mano à mano, devant peut-être, dans une cour où il y avait peut-être, je sais pas, 3000 personnes, avec des gens pendus au réverbère, sur les lampadaires, sur les toits. Et ça, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule, parce que c'était quand même quelque chose de totalement... c'est vrai, hein, Bah ouais, je la vois. tu vois. C'était quelque chose de totalement inattendu et de vraiment génial de pouvoir tenir un public aussi nombreux avec un spectacle de clown qui plus est sans parole parce qu'on parlait dans des hapeaux. Donc ça, c'était une expérience de clown extra. C'est bien que tu aies mentionné la deuxième expérience parce qu'on aurait pu croire que c'était pour les bikinis à Miami. Mais là, on sait que c'est pas C'est vrai. vraiment ça. Non, c'est Non. pas. Non. Mm. Vous avez une autre Il question? y en a eu plein. Alors la question, est-ce que... Est-ce qu'il y a eu une Ça, faut que je fasse expérience avec le animateur, en public? Ah ouais. Non, mais tu te jettes sur la réponse aussi. Est-ce qu'il y a une expérience avec le public qui t'a particulièrement marqué? Alors il y en a eu plein. Il y en a eu vraiment beaucoup. Notamment et en particulier quand on pratiquait le clown dans les festivals de théâtre de rue, parce que c'est là où il y a le plus de choses qui se passent, plus que dans un théâtre. Mais je me rappelle d'un endroit, je ne sais pas où, dans le nord de la France, Alice s'en souvient peut-être, Je sais pas de quel où il y avait la mamie derrière. Là, à Harcourt, à Harcourt. en Normandie. En Normandie. Nous avons les mêmes souvenirs. Hein. Mais partagé. Où Moitié-moitié. on jouait devant, encore une fois, un gros public, et puis derrière, il y avait un bâtiment, un appartement, un immeuble, et puis il y a une mamie qui venait faire des commentaires sans arrêt sur le spectacle qui était derrière nous, donc le public, ça le faisait bien marrer. Et nous, on a joué en interaction avec cette mamie et en même temps avec le public pendant tout le spectacle, et ça a été un grand moment. Mais c'est pas racontable comme ça, mais ça a été un grand moment. Mais il y en a eu d'autres, mais celui-ci, c'est celui qui me vient comme ça spontanément. D'autres questions? C'est vrai qu'on t'a pas questionné sur la particularité du théâtre de rue, en fait, notamment du clown contemporain dans la rue. Eh bien, il faudra que je revienne alors. Bah ouais, en saison 2. Mais Voilà. peut-être qu'on va faire un podcast en regard croisé du duo de Sur le Pénélope et il. Gaston. Ils. Peut-être qu'on fera ça à un moment donné, on aura l'occasion d'en parler. Mhm. Ok, bah, je range ma question. Voilà. Donc, est-ce que tu prends autant de plaisir à être sur scène qu'à transmettre? Aujourd'hui, oui. Autrefois, je préférais être sur scène que d'enseigner le clown. Mais aujourd'hui, j'ai une nette préférence pour l'enseignement que d'être sur scène, puisque j'ai plus le désir d'être sur scène. Alors que j'ai toujours un fort désir d'enseigner, de transmettre mes connaissances en clown. Et à quoi tu l'attribues le fait de plus avoir envie? Ah, là, le podcast va devenir long. Parce que j'ai pas une raison unique, une raison seule. C'est des raisons personnelles. Quand on jouait sur scène de façon professionnelle avec Alice, ça a impliqué de beaucoup tourner. Et tourner, quand on est les Rolling Stones, on tourne peut-être dans des situations de confort, mais nous, on n'est pas les Rolling Stones. Donc, c'est nous qui conduisons le camion.
on va pas forcément dans des hôtels 5 étoiles, même si à la fin on exigeait quand même des conditions excellentes. Donc c'est fatigant de tourner plus que d'être sur scène. Et puis de rouler sur la route, ça a commencé à me faire peur. Je développais une paranoïa, une crainte de l'accident. Parce que je suis assez obsédé par les statistiques et les probabilités. Donc j'en ai déduit que plus on roule, plus il y a de probabilités statistiques que d'avoir un accident. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment angoissé et qui m'a donné envie d'arrêter. Deuxièmement, je ne supportais plus je les supporte toujours plus, les professionnels du spectacle. C'est des gens que, si je le rencontre en tant qu'individu, je peux tout à fait apprécier, mais en tant qu'entité, je supportais plus de porter cette casquette, de cette casquette-là. Et puis aussi la lassitude. J'ai pris ce que j'avais à prendre, j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis éclaté. Petit à petit, le plaisir du fait de ce que je raconte et d'autres choses a commencé à s'éteindre jusqu'à un moment où je me suis dit j'ai plus envie. Mais c'est sans regret. Ouf. Bon bah c'est bon, on peut s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là parce que nous avons d'autres podcasts. Donc, on va suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous.